Bonjour Sébastien Chenu, bienvenue. Vous êtes candidat pour le Rassemblement National dans le Nord, vous étiez vice-président de l'Assemblée Nationale et vous êtes également porte-parole de votre parti, dont vous êtes vice-président. Bon, commençons avec ce sujet qui est devenu un sujet polémique. À l'instant, donc, cet ancien agent de la DGSE nous dit que c'est contre-productif, c'est presque contre-nature dans le renseignement. Alors Madame Lavalette de votre parti disait à nouveau ce matin, pour le renseignement, il faut surtout faire très attention qu'il n'y ait pas trop de binationaux à des postes importants. Et Monsieur Mas, à l'instant, dit c'est l'inverse. Les binationaux nous ont aidés à déjouer des attentats importants dans notre pays. Non mais on parle des fonctions de direction. On parle d'une cinquantaine de postes en France extrêmement sensibles sur des fonctions de direction dans lesquelles on n'imagine pas avoir à la tête de la DGSE, pourquoi pas dans les agents, mais à la tête de la DGSE, à la tête de la DGFIP, ça c'est pour les finances, quelqu'un qui serait franco-chinois, franco-russe ou franco-américain d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on souhaite que pour les directions, les postes extrêmement sensibles de direction dans notre pays, qui seraient décrétés d'ailleurs sur une liste qui serait publique, eh bien ce soit uniquement des Français. Ce sont ce qu'on appelle les postes de la souveraineté nationale. C'est-à-dire les postes qui, aujourd'hui, sont éminemment stratégiques, peuvent avoir des impacts extrêmement forts, puisqu'ils sont des gens qui ont dans leurs mains des données extrêmement sensibles, et on souhaite qu'ils soient réservés à des nationaux. Aucun problème, je le dis, parce que j'entends des délires absolu, aucun problème pour tous les franco-ceci ou franco-cela, les binationaux dans notre pays, qui sont dans la fonction publique, qui exercent leur métier de façon tout à fait normale. Mais est-ce que ce n'est pas une polémique dans laquelle vous êtes enfermé seul et qui n'a pas vraiment de sens? Parce qu'on peut être national, pour prendre l'expression, enfin français sans double nationalité, et avoir des accointances avec l'étranger ou une préférence. Oui, mais ça se règle, j'allais dire, par les enquêtes qui existent, qu'on appelle le criblage. Il y a déjà un criblage qui est fait pour les agents qui sont, j'allais dire, des exécutants, mais qui ont par exemple une habilitation secret de défense. Mais est-ce que ça n'est pas valable à l'inverse, monsieur Chenu? Je veux dire, pour un directeur de la DGSI, si demain il était binational, il sera criblé de la même manière. Non, mais il est de toute façon criblé, mais on fait rentrer dans ce criblage la nécessité d'être français. Vous n'êtes pas enfermé dans cette polémique, vous-même? Non, j'allais dire, ce sont nos adversaires qui montent en mayonnaise quelque chose qui est de bon sens. Vous savez, il y a beaucoup de pays dans lesquels les emplois stratégiques de direction de services stratégiques sont réservés aux nationaux. C'est pas du tout quelque chose... Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, il y en a trois, on peut montrer, puisqu'on les a listés évidemment. Alors, ce ne sont pas tellement des emplois de direction, mais ce sont surtout des postes de députés. C'est impossible en Israël, c'est impossible en Australie. Non, mais là, vous parlez de fonctions électives. Non, mais ce sont les postes qui sont interdits aux binationaux. Non, mais les fonctions électives, ça n'a rien à voir avec une direction générale d'un service extrêmement sensible de renseignement. Il y a des députés qui sont binationaux dans le pays. Il n'y a pas de souci, car quand on est binational, on est français, évidemment. Donc aujourd'hui, je le rappelle, c'est une série de postes extrêmement limités, publics, sur une liste qui sera publique de directeurs de postes extrêmement sensibles et qui sont ce qu'on appelle les postes de la souveraineté. Donc voilà, et c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de raison d'en faire une espèce de polémique. Enfin, s'il n'y a plus que ça, si nos adversaires n'ont plus que ça à nous reprocher, le fait qu'on réserve des postes de direction, de renseignement sensibles à des citoyens français, c'est que vraiment il n'y a plus grand-chose à nous reprocher. Ils n'ont pas que ça à vous reprocher, en tout cas à discuter sur votre programme. Alors, intéressons-nous à ce qui est une des priorités de votre programme, c'est le pouvoir d'achat, avec la réduction, dès votre arrivée au pouvoir, des taxes pour stimuler, dites-vous, l'économie française, dites-vous, enfin vous, votre parti, évidemment, avec des critiques qui pointent alors sur les énergies, un traitement indiscriminé. Vos adversaires politiques disent en gros, qu'on soit smicard ou millionnaire, on va bénéficier de la baisse de la TVA de la même manière. Est-ce que vous entendez cet argument? Oui, mais quand on est smicard ou millionnaire, le poids, par exemple, de la dépense de votre voiture n'est pas le même dans votre budget. Quand vous êtes justement au SMIC et que vous avez besoin de votre voiture, moi je suis élu d'une circonscription populaire, je ne vais pas citer, je sais qu'on est tenu par cette réglementation. Quand on est dans une situation où on a besoin de sa voiture pour aller travailler et qu'on est au SMIC, ça pèse davantage l'augmentation du prix de l'essence sur votre budget que lorsque vous êtes millionnaire, où c'est une goutte d'eau dans votre budget. Donc vous voyez, c'est par rapport à ça que c'est intéressant cette baisse de la TVA, notamment là en parlant du carburant. C'est également sur l'électricité, également sur le gaz. Nous on considère que ce sont des biens de première nécessité, l'énergie. D'ailleurs on n'est pas les seuls à considérer, il y a des pays qui ont considéré que c'était aussi des biens de première nécessité. On ne peut pas vivre dignement si on ne peut pas se chauffer, si on doit faire des économies sur l'électricité de façon drastique,
ou si on est privé de pouvoir se transporter parce qu'on ne peut pas payer son essence. Mais je note que, par exemple, il y a le cas des infirmiers libéraux. Moi, j'ai été très touché par ça. Les infirmiers libéraux ont vu d'abord leur nomenclature n'a jamais été revue, donc ils ont toujours les mêmes tarifications d'actes, mais ils payent de plus en plus l'essence chère, par définition, et ils se trouvent dans des situations où ils renoncent parfois à aller soigner des gens qui sont loin parce que financièrement, ils ne s'y retrouvent plus. Il faut arrêter ça. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français parce que c'est dans leur quotidien que tout de suite, ils vont pouvoir le mesurer. Donc, on vous dit dans l'opposition à vos propositions qu'il s'agit donc d'une mesure indiscriminée et aussi anti-écologique, puisque baisser le tarif sur l'essence, de manière logique, encourage l'utilisation des véhicules thermiques. Ça n'a pas du tout été prouvé, cette démonstration. Elle n'a pas du tout été prouvée. Et d'ailleurs, la France est plutôt bonne élève sur la diminution de CO2. Je veux dire, la France, sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la majorité sortante a bien travaillé ? Non, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'en réalité, les Français ont pris conscience et que ce ne sont pas des pays comme la France qui sont aujourd'hui les plus, dépensiers ou qui remettent en cause globalement les grands équilibres écologiques de la planète. Ce sont des grands pays comme l'Inde, la Chine, ou les États-Unis. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus faire culpabiliser les gens de façon déraisonnable. Les Français ont besoin de leur voiture. Tout le monde ne peut pas s'acheter une voiture électrique à 40 000 €. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi regarder la façon dont les gens vivent. Alors justement, mais M. Chenu, le gouvernement a été presque victime du succès de sa proposition sur le leasing social, donc le véhicule électrique à 100 € par mois, et propose de le doubler. Est-ce que cette mesure, typiquement, puisqu'elle est à la fois écologique et de pouvoir d'achat, c'est une mesure que vous pourriez reconduire ? Mais on n'a pas prévu d'abroger des mesures qui peuvent fonctionner. Moi, je ne dis pas qu'en France, rien ne fonctionne. Je ne dis pas que rien ne se passe. Si une mesure ponctuellement a bien fonctionné, pourquoi est-ce qu'on ne la reconduirait pas si économiquement elle a du sens ? Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on garde évidemment des choses qui ont fonctionné. Quand on a été député à l'Assemblée nationale, comme nous l'avons été les députés du Rassemblement national, on a voté quand on pensait que ça allait dans le bon sens. On a voté les aides, par exemple, pour les entreprises pendant le Covid. On les a votées parce qu'on pensait que ça allait dans le bon sens. Donc, vous voyez, nous, on n'est pas des gens sectaires. Si on considère que ça va dans le bon sens, on le fera. Mais en revanche, donner ce coup de pouce supplémentaire sur le pouvoir d'achat, sur les énergies prioritairement, ça nous semble être l'oxygène attendu par les Français. Et on peut le faire financièrement. On a évidemment regardé ça. Ça coûte 6 milliards d'euros sur une demi-année. Ça coûte 12 milliards d'euros ou 13 milliards d'euros sur une année pleine. Donc, on peut le faire. Nous avons les moyens de le faire. Et je pense que c'est très attendu par les Français. Alors, c'est 15 € sur un plein. Hein. Je voudrais que l'on parle des impôts, puisque les impôts, qu'ils soient directs ou indirects, avec la TVA, c'est une source de revenus très importante pour l'État. Que propose le Rassemblement national sur les impôts ? Il y a une mesure qui a été mise en avant par vos adversaires, c'est l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Avec cet argument, il y a des gens qui ont moins de 30 ans qui gagnent très, très bien leur vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond de revenus, tous les moins de 30 ans seront exonérés. Justement, moi je pense qu'il y a un principe qu'on veut avoir. Ce principe, c'est quoi ? C'est qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui aujourd'hui quittent notre pays, ils font des études, ils commencent à gagner leur vie, parfois bien. Ils quittent la France parce que, pour des raisons parfois de sécurité, pour des raisons de salaire, pour des raisons de fiscalité, ils ne s'y retrouvent pas. Et on voit une énergie quitter notre pays. Nous, on veut la retenir. C'est pour ça qu'on dit, les jeunes de moins de 30 ans, on va les exonérer d'impôt sur le revenu. On ne va pas le faire tout de suite. Ça, c'est un deuxième temps, parce qu'on veut rééquilibrer et faire un audit d'abord des finances. Mais c'est dans notre programme. Mais l'idée, c'est pas de regarder les salaires, parce que tout ça peut se moduler. Il peut y avoir des plafonds. Ça, c'est au Parlement de le décider. Bien sûr qu'il peut y avoir des plafonds. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de prendre la caricature d'un joueur de foot qui gagne des millions et puis la caricature d'un jeune qui a du mal à boucler les fins de mois tout en payant un impôt sur le revenu. Évidemment, tout ça peut se moduler et c'est le rôle du Parlement. Mais le principe, c'est de se dire, oui, il faut retenir des jeunes qui, parce qu'ils pensent qu'ils travaillent et qu'ils n'en ont pas pour leur argent en France, il faut les retenir en les exonérant de cet impôt sur le revenu. C'est leur donner finalement un coup de main pour commencer leur vie professionnelle, familiale. C'est les moments où on achète son logement. Quand on a moins de 30 ans, beaucoup de jeunes ménages essayent d'investir pour la première fois. L'achat d'un logement se fait souvent à 28, 29 ans, parfois 30 ans. Vous dites les moins de 30 ans, donc c'est un manque à gagner pour l'État. Qu'en est-il des autres impôts sur le revenu, des autres tranches ? Comment allez-vous changer les choses? Nous n'avons pas prévu de bouger la fiscalité de l'impôt des Français. Nous considérons que les Français, aujourd'hui, ont une fiscalité qui les tape très fortement. Donc nous faisons cet effort pour les jeunes. Nous faisons cet effort sur le pouvoir d'achat, parce qu'en fait, quand on ne peut pas bouger la fiscalité, il faut redonner de l'oxygène. C'est ce qu'on fait sur la baisse de la TVA, qui, vous l'avez dit, touche tout le monde. Ça, c'est la première chose. Mais nous allons demander des efforts fiscaux, bien sûr, à d'autres dans notre pays. Notre mesure, par exemple, de taxation sur les surprofits, pas les profits des entreprises,
L'entreprise, c'est normal qu'elle fasse des profits. Les surprofits, c'est lorsque vous avez fait des profits qui ne sont pas liés à votre stratégie, qui sont liés à une actualité extérieure, c'était type le Covid, les 2 années pendant lesquelles les grandes surfaces ont fait des surprofits, eh bien là, nous demanderons une contribution supplémentaire. Comment vous allez déterminer ce qui est exceptionnel comme situation ou comme profit? Ça se calcule très facilement. Hein. Vous avez les profits annuels et puis vous avez les années où il y a des surprofits. C'est assez simple à déterminer. Il y a des entreprises qui changent de stratégie et qui sur l'année Covid, ça a été assez simple à déterminer puisqu'on a vu qu'il y avait la fermeture, par exemple, de tous les commerces de proximité qui ont fait que les gens ont été dans les grandes surfaces. Par exemple, les énergéticiens paient déjà une taxe inframarginale sur les profits exceptionnels. Justement, cette taxe inframarginale, elle est intéressante, vous avez raison. Elle devait ramener beaucoup plus. Elle a ramené 900 000 euros de mémoire cette année parce que le gouvernement, il l'a reconnu lui-même, ne s'est pas très bien pris dans son mode de calcul. C'est assez technique, mais elle peut ramener jusqu'à 3 milliards d'euros. Donc nous considérons que là, nous avons effectivement une source de financement avec cette taxe inframarginale. Il y a également, par exemple, la taxation des rachats d'actions. Les entreprises, entre elles se rachètent leurs actions. Le gouvernement propose de le faire aussi. Ah oui, d'accord. Le gouvernement sortant. C'est Boursier, oui, d'accord. Enfin, ça fait 7 ans qu'ils sont là. C'est pas dégringoler de la planète Mars, cette taxation sur les rachats d'actions. Ils avaient 7 ans pour la mettre en place. Nous avons considéré et nous avons proposé déjà à l'Assemblée nationale, par la voix de Jean-Philippe Tanguy, que nous irions dans cette direction. Monsieur Chenu, vous avez, comme d'autres de votre parti, utilisé l'expression d'audit des finances publiques. Comment allez-vous l'opérer? Parce qu'il y a déjà un organisme indépendant qui s'appelle la Cour des comptes, qui est dirigé par Pierre Moscovici, qui n'est pas macroniste, hein, il était socialiste. Certains lui ont même reproché d'avoir une gouvernance politique de cet organisme indépendant. C'est-à-dire que la Cour des comptes, vous ne l'utilisez plus? Vous ne lui faites pas confiance? Bien sûr que si, mais il y a un corps d'inspection au ministère des Finances, corps d'inspecteurs des finances qui sont là aussi pour regarder l'état de nos financements. Vous savez, quand vous avez un budget de la France qui a été structuré, présenté sur de fausses estimations de croissance. Nous avions alerté le gouvernement en disant vos estimations fausses par mensonge ou par par mensonge. Par raté. Il y a eu à l'Assemblée nationale des dizaines d'interventions, nous, de nos commissaires aux finances, de nos députés spécialistes en finances publiques, pour dire à Bruno Le Maire, vous êtes en train de nous amener sur un budget qui n'est pas sincère car vos prévisions ne le sont pas. Il était dans le déni, un déni organisé pour construire un budget qui était insincère, eh bien nous considérons qu'il faut faire la lumière. Puis vous savez, ça va nous permettre de voir un peu ce que coûtent par exemple des centaines d'agences d'État. Je crois qu'on a répertorié 436 agences d'État, ce que coûte le millefeuille administratif, la superposition d'un certain nombre de collectivités. Tout ça permet... C'est-à-dire que vous proposez de vous séparer de fonctionnaires ? Non, il ne s'agit pas de se séparer de fonctionnaires. Regardez ce que ça coûte, là où c'est efficient. Dans les agences d'État... Pour faire des économies, monsieur Chenu, ce qui coûte, c'est l'être humain. Dans les agences d'État, il n'y a pas que des fonctionnaires. Il y a des recours, et on l'a vu aussi, à des consultants type McKinsey qui ont coûté des milliards d'euros. Donc on va faire le point de vue là-dessus. On va faire le point là-dessus. On va faire un état des lieux là-dessus. Ça nous permettra d'affiner les marges de manœuvre que nous pouvons dégager au-delà des pistes. Il vous faut combien de temps pour faire ça ? C'est assez rapide. En quelques mois, cela est fait. Comment est-ce que vous financez alors vos mesures? Parce que là, on a parlé de cadeaux, pour dire les choses. Baisse de la TVA. Pas des cadeaux. C'est pas des cadeaux, c'est rendre aux Français leur argent, l'argent qu'on leur ponctionne. C'est pas des cadeaux. Mais monsieur Chenu, c'est quand même une drôle d'idée d'imaginer que c'est un cadeau. À la fin, les Français paient. Si c'est pas le consommateur, c'est le citoyen qui paie par l'impôt. Donc comment est-ce que vous proposez de gagner de l'argent, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État? Je veux dire, la conception qu'on a de l'économie est assez simple. Dans notre pays, on prélève beaucoup. Nous qui le disons, la France est connue pour être un pays qui prélève beaucoup. On répartit assez mal. Les Français se disent, tout cet argent qu'on nous prend, il passe où? Puisqu'on nous dit l'éducation nationale est en ruine, le système de santé est en ruine, la police est en ruine, la justice est en ruine. Donc, où passe cet argent? Où passe-t-il? Et puis, on ouvre, en compensation, le gouvernement a ouvert ce que j'appelle des guichets, c'est-à-dire à distribuer des chèques qui ont creusé, évidemment, les déficits publics, les finances publiques, et n'ont rien résolu. Donc, d'un côté, il faut évidemment avoir une politique de la fiscalité, on vient d'en parler, avec un certain nombre d'axes que j'ai exposés devant vous. De l'autre côté, il y a aussi toutes les dépenses tabous, qui n'ont jamais été mises en œuvre. La fraude, par exemple, la fraude. Je reprends, moi, les propositions les analyses de Gabriel Attal quand il était ministre du Budget et des Comptes publics. Sur la fraude, il y a entre 10 et 30 milliards à aller chercher. On n'arrivera peut-être pas à aller chercher 30 milliards. Mais enfin, si on récupère 10 milliards de fraude sociale et fiscale, on a des marges de manœuvre pour financer des politiques publiques. Ça, c'est important. C'est un peut-être, et ce peut-être vous permet de financer à peine la baisse de taxes sur les énergies. Non, 10 milliards,
c'est au-delà. Je vous ai expliqué que les énergies, c'était 6 milliards sur une demi-année. Oui, mais les 10 milliards, c'est sur 6 mois 14 milliards sur une année pleine. Les 10 milliards, c'est sur 6 mois, c'est une année pleine, monsieur Chenot. Non, les 10 milliards, c'est sur une année. Mais, oui. Donc, divisé par 2, ça fait 5, donc il vous en manque. Je ne vous ai pas dit que ceci permettait uniquement de financer la baisse des énergies. Je vous dis, là, nous avons une marge de manœuvre. On peut aller jusqu'à 30 milliards, je vous ai dit. Donc, on peut aller beaucoup plus haut. Par exemple, la mise en place de la carte vitale biométrique. Vous savez, c'est cette carte vitale qui permet qu'il y ait moins de fraude. Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre du budget et des comptes publics, avait dit qu'il le ferait. C'est passé dans une trappe. Tout ça a été oublié. Donc là, on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre sur les politiques de l'immigration. C'est-à-dire, c'est un peu l'éléphant au milieu du salon que personne ne veut voir, que personne ne veut regarder. On a évidemment l'aide médicale d'État, c'est 1,5 milliard. Même chose, peut-être qu'on ne récupère pas 1,5 milliard. Combien vous récupérez sur... Je pense qu'on peut récupérer jusqu'à 7 ou 800 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder... 7 ou 800 millions d'euros ? Oui, 7 ou 800 millions d'euros. Parce qu'on veut garder une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire empêcher que quelqu'un qui est à l'article de la mort ne soit pas soigné. Oui, nous considérons qu'on soigne tout le monde dans notre pays lorsqu'il y a un véritable problème de santé et d'urgence sanitaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème épidémique. Pour le reste, évidemment, pour, j'allais dire, les soins davantage de confort, nous considérons que ce n'est pas aux Français de payer pour des gens qui ne sont pas régulièrement autorisés à séjourner sur notre territoire. La Commission européenne vient de nous classer avec 6 autres pays comme un pays dont le déficit et la dette sont trop importants et donc va nous demander des comptes. Est-ce que le Rassemblement national s'engage de son côté à respecter les critères de Maastricht, 3% en 2027 5,5 maintenant. 5,5. En réalité, ça a été renégocié à 5,5%, puisque effectivement, l'ardoise livrée par Gabriel Attal et son gouvernement nous place dans cette procédure de déficit excessif. Je rappelle que nous n'avons, nous, aucune responsabilité dans l'état des lieux. Non, mais vous en aurez une demain si vous êtes au pouvoir. Bien sûr, nous en aurons une demain. Mais je veux dire, la situation qu'on nous livre, que ce gouvernement nous livre, avec de l'autre côté, je l'ai rappelé, un effondrement des services publics dont nous avons besoin, une police, une justice, un monde de l'éducation nationale et de la santé qui crie famine. Eh bien, est-ce que les sources de recettes dont vous parlez ce matin peuvent conduire le pays sur un redressement Oui, j'en ai une autre à vous proposer. Par exemple, tous les pays de l'Union européenne, évidemment, contribuent, et la France est contributeur net, c'est-à-dire qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit, et nous sommes le 2e pays. Quasiment tous les pays, dont l'Allemagne, ont des rabais. On appelle une politique de rabais, c'est-à-dire qu'ils perçoivent un retour de quelques milliards d'euros. Eh bien, nous considérons que nous pouvons avoir, nous aussi, la France, un rabais de 2 milliards d'euros, ce qui permettrait de réinjecter ces 2 milliards d'euros dans notre budget national. Donc, vous voyez, il y a des leviers, il y a des marges de manœuvre, il y a des fiscalités innovantes. Nous avons réfléchi à tout cela. Et puis, il y a aussi des politiques qui nécessitent un peu de courage. Il faut bien le dire, depuis bien longtemps dans notre pays, les hommes et les femmes politiques qui se sont succédés n'ont pas voulu traiter un certain nombre de problèmes, ont laissé s'enquister un certain nombre de problèmes qui ont des répercussions. Il y a un sujet qui, selon lui, a réclamé du courage, la réforme des retraites du président de la République. Alors, je pense qu'il est temps de clarifier les choses, parce qu'hier, Jordan Bardella a annoncé un âge qui a fait beaucoup réagir. 66 ans, l'âge de départ à la retraite, pour quelqu'un qui aurait commencé à travailler à 24 ans. Quelle est la règle simple du Rassemblement national sur la réforme des retraites? Est-ce que oui ou non vous allez l'abroger et quel sera demain avec vous l'âge de départ à la retraite? Bien sûr, je vous le dis et je pars de cet exemple. 66 ans, on gagne 1 an sur la réforme actuelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le même cas de figure d'un départ d'une personne qui entrait sur le marché du travail à 24 ans, elle partirait avec la réforme Macron à 67 ans. Je vous rappelle qu'il y a eu une découverte hier. Alors, je vais essayer de dresser le portrait, vous dire la logique qui est la nôtre et comment elle se décline. Mais est-ce qu'on peut dire, oui, voilà, les choses le plus clairement possible, quand vous avez travaillé avant 20 ans, quand vous êtes entré sur le marché du travail avant 20 ans et les métiers de la pénibilité, vous pouvez partir à 60 ans. Moi, j'ai fait mon petit tableau avec une retraite à taux plein. C'est-à-dire que vous gagnez des années par rapport à la réforme actuelle. Ça, c'est pour les personnes qui ont travaillé avant 20 ans. Ensuite, il y a une progressivité. C'est-à-dire que jusqu'à 62 ans, eh bien, vous pouvez partir en retraite à partir de cet âge-là et à taux plein, évidemment, plus tard, selon que vous soyez entré sur le marché du travail plus tard. D'ailleurs, jusqu'à, Jordan Bardella a dit 66 ans, ce qui fait gagner 1 an quand même. Je note une chose. Donc en fait, pardonnez-moi pour que les choses soient très claires, ça n'est pas tant l'âge de départ que le nombre d'annuités, c'est ça que vous mettez en avant? Les deux. Vous avez une possibilité de partir à 62 ans, mais vous avez effectivement, après vous regardez si c'est à taux plein ou pas à taux plein, mais ça, j'allais dire, tout le monde le propose. Il y a eu quelque chose, moi, qui m'a semblé intéressant hier, c'est que la gauche, en fait, vient d'avouer que ce qu'elle proposait, la retraite à 60 ans pour tout le monde, c'était en fait pas du tout la retraite à taux plein.
En fait, Manuel Bompard, hier, nous a dit « Oui, vous pourrez partir à 60 ans. » Mais en fait, ce qu'ils avaient oublié de dire, c'est que vous n'aurez pas une retraite à taux plein. Moi, je vous parle d'une retraite à taux plein qui, à chaque fois, dans le modèle que nous avons provisionné, eh bien, vous fait gagner des années. Est-ce que ça a été un point de discussion, un point chaud avec Éric Ciotti? Je rappelle que les Républicains, de M. Ciotti, voulaient un départ à la retraite à 65 ans comme base. Est-ce que M. Ciotti vous a dit d'accord, moi je vous rejoins, mais en revanche, ça c'est un point clivant? Je crois qu'Éric Ciotti et les Républicains ont été très sensibles au fait que les Français qui travaillent dur, et donc souvent qui ont commencé à travailler tôt, doivent pouvoir partir plus tôt. C'est-à-dire le monde du travail, les gens qui sont entrés dans le monde du travail avant 20 ans ou qui sont dans les métiers de pénibilité, doivent pouvoir partir à 60 ans. Et je pense que sur ça, il y a eu probablement une évolution, effectivement, des Républicains. Et ensuite, la progressivité, c'est-à-dire quelque part une mesure de justice, eh bien, est un argument qui, je crois, est tout à fait entendable. Il y a un moment important également en ce moment, c'est l'Union européenne ouvre aujourd'hui les négociations d'adhésion pour l'Ukraine, notamment. Est-ce que le gouvernement Rassemblement National suivrait le mouvement, enclenché, ferait poids pour que ça n'ait pas lieu? Non, nous sommes hostiles à l'arrivée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On sait les conséquences que ça a, notamment pour notre agriculture. On sait les conséquences que ça a pour les grilles de salaire. L'Ukraine n'est pas au niveau de nos salaires. L'Ukraine vit beaucoup de son agriculture et viendrait donc percuter la nôtre si elle entrait demain dans l'Union européenne. C'est valable d'ailleurs pour d'autres pays. Donc nous y sommes hostiles. Un mot d'ailleurs sur les salaires, parce que je pense que là encore, on a pu voir hier dans le débat qui était sur vos antennes, l'escroquerie de la gauche avec son SMIC à 1 600 €. En fait, ils nous ont raconté que puisque c'était impossible pour les entreprises de porter le SMIC à 1 600 €, puisque ça revient évidemment trop cher, ils allaient créer un fonds pour permettre d'aider les entreprises, et ce fonds serait alimenté notamment par des prêts à taux zéro qu'ils inciteraient, ils à faire. avancent des sources de financement qui sont discutables comme les nôtres. Non mais je ne sais pas si on se rend compte. Donc en fait, la gauche nous dit, pour payer le SMIC à 1 600 €, on va demander aux entreprises de faire des prêts. Faire des prêts pour payer un SMIC à 1 600 € qui sera en fait la réalité, obligera les entreprises à augmenter leur tarification, leurs tarifs. Je voudrais rester, monsieur, évidemment, sur l'Ukraine. Alors l'Ukraine, il en était question dans la conférence de presse de Jordan Bardella, qui est favorable, et je cite, à ce que le soutien logistique et en matériel de défense puisse se poursuivre, mais avec des lignes rouges très claires. Lesquelles ? Oui, en matière de défense, c'est-à-dire l'incapacité à financer du matériel de défense offensif, c'est-à-dire à longue portée. Défense offensive à longue portée, c'est-à-dire qui aille atteindre le territoire physique de l'ennemi. Et puis surtout, nous, la frontière, la ligne rouge, j'allais dire, qui est la nôtre, c'est pas d'envoi de militaires français. Alors pardonnez-moi, je reviens sur le premier point que vous évoquiez. Être en escalade. Le point que vous évoquiez à l'instant, parce qu'il est très concret, dans le nord-est de l'Ukraine, il y a une ville qui s'appelle Kharkiv, qui est l'objet de toute l'attention des Russes et de toutes les actions militaires des Russes. Et juste de l'autre côté de la frontière, il y a Belgorod, qui est la base arrière militaire russe, d'où partent les contingents, d'où partent les tirs de missiles, etc. etc. C'est-à-dire que vous estimez qu'il ne faut pas frapper Belgorod, pour que les choses soient claires. Mais oui, monsieur, parce que sinon vous entrez dans une escalade. Vous entrez effectivement dans un conflit que vous n'arriverez plus à maîtriser. Il faut que l'Ukraine soit en capacité de défendre son front. Mais le jour où vous donnez, nous, France, et OTAN, en réalité, des moyens pour aller frapper la Russie avec des missiles qui sont français ou qui sont européens, eh bien vous entrez, vous montez, vous êtes dans une escalade, une co-belligérance, qu'on appelle une co-belligérance, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Nous sommes attentifs à l'idée de trouver à un moment ou à un autre des solutions de diplomatie. Pourquoi ? L'Ukraine aujourd'hui ne peut pas gagner sans l'OTAN militairement cette guerre. Donc si elle ne peut pas la gagner militairement, eh bien, il faut qu'il y ait une négociation à un moment ou à un autre. Donc vous dites, là vous actez le fait qu'il faut que l'Ukraine négocie j'ai vu M. ne peut pas gagner sa guerre. Et j'ai vu M. Zelensky faire un pas, ouvrir une porte en disant « nous allons regarder les marges de manœuvre pour négocier ». Et sincèrement, je peux dire, j'ai trouvé ça courageux de la part de M. Zelensky. Il a dit oui, nous allons commencer à regarder s'il y a des possibilités de nous mettre autour d'une table pour négocier. Revenons en France, je voudrais être le plus concret possible aussi sur une autre proposition. On entend beaucoup M. Bardella dire « avec moi, je rétablirai l'ordre dans la rue ».
Alors concrètement, mais ça veut dire quoi? Le 8 juillet, qu'est-ce qui va se passer de si différent avec le Rassemblement national qui n'avait lieu la veille le 7? Alors d'abord, il y a des choses qui ne coûtent pas cher. Par exemple, vous avez les possibilités aujourd'hui de revoir la loi sur la majorité pénale. La majorité pénale, nous souhaitons qu'elle soit à 16 ans. Ça, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. C'est un dispositif à faire évoluer par la loi. Et demain, nous considérons que sur la justice des mineurs, eh bien, nous allons changer de braquet. Mais plus de gens condamnés, ça veut dire plus de gens à incarcérer potentiellement. Il y a deux solutions. Évidemment, construire les prisons, ça c'est à moyenne échéance. On ne les construit pas en 3 mois, une prison. Ça, c'est plutôt en années, et c'est compliqué. Donc ça, nous ne perdons pas de vue cet objectif qui est le nôtre, mais nous avons aussi procédé à un inventaire. Nous allons procéder à un inventaire et à un aménagement d'un certain nombre de lieux qui existent dans notre pays. Je pense que moi, j'en ai visité, par exemple, dans l'Oise, qui pourraient être des centres qui permettent non pas d'incarcérer, car le mot n'est peut-être pas juste, mais de retenir des mineurs en situation de délinquance dans des lieux qui soient adaptés. On est en train... Il y en a qui existent déjà. C'est pour ça que je vous ai dit, j'en ai visité moi-même dans l'Oise. Et donc, par conséquent, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des peines qui soient adaptées, immédiates et avec des durées qui soient comprises par l'auteur des infractions. Il y a aussi autre chose. Les atteintes physiques dans notre pays sont terribles à l'intégrité physique. Je le dis parce que hier à Denain, il y a eu une attaque au couteau qui a fait 2 victimes auxquelles je pense, 2 personnes dont une en urgence vitale absolue. Ça veut dire que demain, les atteintes à l'intégrité physique, les auteurs d'atteintes aux intégrités physiques ne devront plus pouvoir avoir d'aménagement de peine. Vous touchez à quelqu'un physiquement, vous atteignez l'intégrité physique de quelqu'un, vous n'aurez pas d'aménagement de peine. La peine que vous prendrez, elle sera ferme et définitive. Mais ça, ce n'est pas le législateur qui le décide, c'est le juge. Si, c'est aussi le législateur. Il y a une séparation des pouvoirs, c'est le juge qui prononce la peine. D'accord, c'est le juge, mais il le fait en fonction d'un certain nombre de directives qui sont données d'ailleurs par le ministère de la Justice. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver une certaine forme d'autorité dans le pays, qui manque tellement. La question, M. Chenu, vous la comprenez bien. Est-ce que ça n'est pas illusoire de dire aux Français, avec nous, demain, l'ordre revient. Vous n'allez pas pouvoir recruter 100 000 policiers, en mettre partout dans la rue. Vous n'allez pas pouvoir construire des prisons en 6 mois. Je viens de vous expliquer, je viens de vous donner des exemples de mesures qui peuvent faire changer les choses. Je vous en donne une autre. Par exemple, moi je pense qu'il faut, on ne l'a jamais testé dans le pays, responsabiliser les familles. Quand vous êtes parent, et que vous avez un gamin qui a 22 heures, qui a 12, 13 ans, 14 ans, qui a 22 heures traîne dans la rue et commet un certain nombre de méfaits ou qui a déjà été condamné, vous devez à un moment assumer vos responsabilités. Bah oui, je pense que les allocations familiales devront pouvoir être suspendues temporairement ou définitivement selon la gravité. Je pense que tout ça, c'est aussi une autre logique. Ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement. Ils ne sont pas allés dans cette direction. Ils n'ont pas osé le faire. Il y a un enjeu très important ce week-end et le week-end prochain, c'est savoir si la France change de direction politique, par qui elle sera gouvernée. Et un enjeu pour vous, rappelé par Jordan Bardella, c'est la majorité absolue ou rien. Est-ce que cette ligne est vraiment claire, établie à 289 députés, c'est la ligne de majorité absolue aujourd'hui? Est-ce qu'à 280 députés, 270, vous refuserez, si le président de la République vous le propose, de gouverner le pays? Quand on est à ce niveau, j'allais dire, que vous citez, lorsqu'on est à 280 députés, selon la configuration de l'Assemblée nationale, il y a parfois des députés, ce qu'on appelle non-inscrits, ou des députés d'autres mouvements politiques qui pourront dire, écoutez, nous on ne veut pas que le pays se bloque, donc on sera prêt à accompagner un gouvernement d'union nationale que mènerait Jordan Bardella. On va regarder. Mais ce qu'on veut dire à travers ça, à travers cette demande qu'on fait aux Français, donnez-nous une majorité pleine et entière, donnez-nous une majorité absolue, c'est pour agir. On n'a pas du tout... En fait, mais est-ce qu'ils comprendraient, les gens qui votent pour vous, que vous refusiez de gouverner si vous avez 260 ou 270 députés? Mais monsieur, si on ne peut rien faire, si on est pieds et poings liés, si on ne peut pas appliquer toutes les mesures dont je viens de vous parler, ça ne vaut pas le coup d'aller gouverner le pays, parce que nous, on n'est pas là pour occuper des places pendant 3 mois et être content d'avoir notre derrière posé sur des strapontins. On est là pour changer les choses. On est là pour mener une autre politique. Mais le gouvernement actuel que vous avez combattu a bien pu faire passer des textes alors qu'ils avaient 250 députés. Mais il a chuté. Et d'ailleurs, ils ont fait passer des textes parce que parfois, nous les avons aidés, notamment la loi sur l'immigration, qui est quand même loin d'être la grande loi qu'il aurait fallu pour le pays. Nous l'avons votée, mais si on ne l'avait pas votée, ils ne pouvaient pas la faire passer, leur loi sur l'immigration. Ils ne voteront jamais rien pour vous, par exemple ? Pour l'instant, ils n'ont jamais rien voté de ce que nous avons proposé au gouvernement. Lorsqu'on a proposé, par exemple, la hausse des salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales, personne n'a voté. Lorsqu'on a proposé la prise en charge de l'endométriose, quand j'entends les féministes, les gens de gauche là, qui disent « oui, nous les femmes, on va s'en occuper, on est des vrais féministes », on a proposé la prise en charge de l'endométriose
qui osent, ils ne l'ont pas voté. C'est un texte de Tanguy et Taché de la Pagerie, ils ne l'ont pas voté. Deux questions rapidement, s'il vous plaît, pour terminer. Que répondez-vous à celles et ceux, j'ai encore vu des articles de presse ce matin, qui craignent des violences, des émeutes si vous arrivez au pouvoir? Je leur dis de nous regarder tels que nous sommes. On peut nous combattre en démocratie sans aucun problème, contester ce que nous proposons, c'est le jeu démocratique. Regardez ce qu'ont proposé nos députés du Rassemblement national pendant ces 2 années, regardez notre programme. Nous, on souhaite apaiser le pays. On n'est pas à l'extrême gauche, on ne remet pas en cause le résultat des élections. Moi, je ne dirais jamais que si M. Mélenchon gagne, eh bien, il faut tout casser, il faut tout bloquer, il faut tout empêcher. Je le combattrai politiquement et je pense qu'il y a un danger que l'extrême gauche de M. Mélenchon gagne. Je dis, regardez-nous tels que nous sommes, combattez-nous par rapport à ce que nous proposons si vous souhaitez nous combattre, mais accompagnez-nous dans ce merveilleux chantier de redressement. Un tout dernier mot. Le 18 juillet, l'Assemblée nationale votera pour son ou sa présidente. Vous étiez vice-président jusqu'à maintenant. Est-ce que, naturellement, vous êtes candidat à une présidence de l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est le poste de Marine Le Pen qui a expliqué ne pas vouloir de Matignon pour se concentrer sur 2027 ? Écoutez, est-ce que naturellement, c'est elle la présidente? Sincèrement, mon sort a peu d'importance passé au-dessus. Est-ce que vous aimeriez avoir Marine Le Pen au perchoir? Moi, je souhaite participer à l'action de redressement du pays. Si Marine Le Pen veut être candidate à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est un choix et je l'accompagnerai. Si Marine Le Pen veut présider le groupe, c'est un choix et je l'accompagnerai. Si on me propose d'exercer des responsabilités ici ou là, je les assumerai. Merci beaucoup, Monsieur Chenu, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.